Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de ce matin. Bon, j'espère qu'on va finir par breakout et qu'on aura peut-être la possibilité de se sortir des ronces, comme on est depuis maintenant quelques jours, j'ai presque envie de dire quelques semaines. Je vous ai promis un top crypto, on va parler de Solana, on va parler de Ethereum, de Kaspa, de GLD, de IO, de Maple et bien sûr d'un nouveau token qui vient d'arriver qui s'appelle Base is for Everyone, qui a été lancé dans la nuit d'hier à aujourd'hui par une communauté fervente et défenseuse d'un layer 2 monté sur Ethereum. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien sur la description et vous y avez une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Et pour la télécharger, rien de plus simple. Rendez-vous sur lesroisdubitcoin.com ou sur le Discord. Cliquez ici pour la télécharger. J'ai fait un travail sur Ethereum et je suis parti loin, loin, loin pour essayer de reprendre un petit peu du pragmatisme par rapport à ces différentes blockchains qui sont un peu dans l'œil du mal actuellement. Vrai, faux, quelles sont aujourd'hui la réelle valeur de ces différents projets tokenisés? Avons-nous vécu une bulle telle qu'on a pu la vivre lors des années 2000, notamment des dot-com? Personnellement, je ne pense pas. Maintenant, tout porte à croire qu'elle ne devrait pas arriver vu la teneur des commentaires. Encore dans la vidéo de ce jour, fini le bull run, fini le Halcyon, fini tout ça. Ah, des fois, on ne sait pas trop d'où ça vient et il y a une forme d'euphorie qui peuvent se passer en quelques secondes. Je reprends un petit peu ce qu'on avait vécu ensemble, notamment du côté de ChatGPT avec OpenAI. En 2 semaines, ça a été un raz-de-marée littéral. Donc, est-ce qu'on peut attendre la même chose d'un narratif, peut-être qui va venir d'une forte problématique pour répondre à un besoin urgent du côté de ce monde de décentralisation? J'en ai franchement pas la moindre idée. Maintenant, si on suit une cyclicité bête et disciplinée, on aura quand même, je pense, la possibilité de se sortir un petit peu des ronces d'ici quelques semaines, surtout sur une fractalité qu'on peut retrouver sur un cross de la MA50 MA200. Généralement, au bout de 60-70 jours à peu près, on revient à attaquer la moyenne mobile de 100 périodes. Et c'est là notre porte de sortie si on pense franchement que ce marché, finalement, est rentré dans un bear market pendant les 3, 4, peut-être 5 prochaines années, malheureusement. On va commencer avec une première crypto, un premier projet que j'ai découvert en même temps que vous, c'était pas plus tard que ce matin, qui s'appelle Base is for Everyone. Bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est extrêmement simple. C'est un projet cryptographique qui a été proposé par la communauté, notamment des Layer 2, sur Base. Donc, il n'y a pas réellement quelqu'un derrière. Donc, c'est des personnes qui sont anonymes. Donc, je ne sais pas s'il y a qui font partie du corps de Coinbase qui l'ont poussé. Je n'ai pas vu Armstrong pousser quelque chose. Bon, bah, grosso modo, c'est un projet initiative communautaire. Ça a été créé à l'instant. Il y a eu bien évidemment des délits d'initiés. On peut la retrouver notamment sur Coindesk. C'est là où je l'ai vu aussi apparaître. 3 portefeuilles s'emparent des jetons Base is for Everyone avant l'annonce officielle, générant un bénéfice de 666 000 dollars. Comme c'est bizarre, le délit d'initié, c'est puissance 1000 par rapport au marché traditionnel sur cet écosystème. Et malheureusement, on peut rien faire contre. Donc soit vous êtes dans les papiers et vous pouvez le jouer, soit vous n'êtes pas dans les petits papiers et malheureusement, vous ne le jouerez pas. Et partez du principe qu'il est assez difficile d'être dans les petits papiers, et sauf si vous, même si vous travaillez chez Coinbase, partez du principe que tous les employés de Coinbase n'y étaient pas. Et évidemment, on parle ici de 3 adresses sur des milliers d'employés du côté de cet écosystème, notamment de Coinbase aux États-Unis. Est-ce qu'il faut investir? Est-ce qu'il ne faut pas investir? Bon, bah, c'est à vous de voir, c'est toujours la même chose, c'est pas un narratif que je plébiscite, franchement, même si je vais au-delà, moi, d'un esprit communautaire, mais plutôt identitaire. Donc je pense que ce type de token ne fonctionne pas et ne fonctionnera pas. Je pars du principe que 99,99999% des mêmes coins finiront par disparaître. De pourquoi ils ont été créés. Il y en avait un qui a eu une petite chance quand même, c'est celui de McGregor. Ça m'a fait quand même assez sourire. C'était tout début avril, on n'en a même pas parlé sur la chaîne, mais on peut en parler. Conor McGregor qui échoue à lancer son propre meme coin. Il avait levé 392 000 dollars. Il a remboursé toute sa communauté puisque son objectif était 1 million de dollars. Mauvais timing, j'ai envie de dire, pour Conor McGregor. Mais franchement, si dans 6 mois, il y a le marché qui se réveille un petit peu, qu'on retrouve un petit peu de couleur, des bougies vertes, ce sera assez facile de pouvoir relancer ce projet et je pense qu'il lèvera 1 million de dollars sans grand mal. Maintenant, c'est toujours la même chose. S'il y a une direction, une distinction communautaire, en somme, si l'image même du personnage, si il n'y a pas d'incitation par rapport au personnage même de son identité propre, je pense que ça ne fonctionnera pas. Puisque s'il shoot juste pour avoir une marque, ça ne marchera pas. Un meme coin sur une marque, pour moi, c'est zéro. Un meme coin sur une identité, sur une personnalité,
qui navigue et qui fluctue en fonction de cette personnalité par rapport à des, qu'on pourrait appeler en Chine, des bons sociaux ou je sais plus comment ça s'appelle très exactement, une cartographie sociale ou des bons sociaux ou des points sociaux. Je pense que ça peut marcher et je pense que ça a du sens sur une idée de récupérer sa propre identité ici digitalisée. Sinon, pour moi, ça ne marchera pas. J'avais fait cette thèse et cette hypothèse et pour l'instant, eh ben, on la range dans un placard, on la ressortira, pourquoi pas, dans quelques années. Deuxième projet sur lequel je voulais insister, c'est Syrup. Syrup, il commence à faire parler de plus en plus de lui. Donc, vous avez compris, Syrup, c'est Maple en réalité. Donc, c'est le côté finance, DeFi. D'ailleurs, le jeton Maple migre vers Syrup, du côté plus finance, DeFi, récompense, gouvernance, etc. Et ce n'est plus qu'un, on va dire, token communautaire ici. On peut le regarder ensemble avec une TVL qui explose littéralement. Donc, c'est un projet à 100 millions de dollars de capitalisation. C'est une toute petite cryptographie avec 500 millions de dollars de TVL, avec une forte explosion. Il a pris 20%. C'est pour ça que je vous en parle. C'est pas parce que ça y est, 20%, on a loupé le truc. On n'a rien loupé du tout. Si vous regardez au niveau de la charte, le truc, il est en train littéralement de s'enfoncer dans le désespoir. Mais il semblerait quand même que ça a du sens à regarder. On connaît les porteurs de projets, on connaît les fondateurs, on connaît tout le pédigré. On avait même scoré ce projet il y a plusieurs mois en arrière sur une note de 86 sur 100, me semble-t-il. Moi, c'est un projet qui m'a toujours plu, qui m'a toujours intéressé, qui touche directement l'apport de liquidité et la DeFi pour les institutionnels. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Donc, on va chercher, nous, ici, chez les rois, des projets qui sont institutionnalisables. Donc, est-ce qu'on peut trouver une forme de structure de marché, un retournement de tendance avec une TVL qui explose, qui est construite sur la blockchain Solana, même si une offre maximum était limitée? Vous avez compris un petit peu l'idée, c'est complètement possible. Faites bien sûr votre propre recherche et vos propres recherches, mais ça reste des projets qui semblent bouger. Et vous avez compris ce qu'on cherche. C'est très exactement ça qu'on cherche. On cherche des projets qui bougent, même si aujourd'hui, ça ne fait pas grand-chose en termes de revenus, hein. Il y a pas énorme. Maple Finance, 500 millions. Est-ce qu'on peut trouver les tokens au niveau des revenus de ce token fees annualisé? C'est que là, voilà, 6 millions annualisés. Donc, vous faites un calcul ratio. C'est un petit peu dur à faire, mais on peut le regarder par rapport à des PER. On fera exactement la même chose sur Solana et Ethereum juste après. 500 millions de market cap, ça fait 6 millions, ça fait sur annualisé, grosso modo, fees 500 000, ouais, non mais attends, 500 000 sur 30 jours, ça fait un ratio de combien ça? 6, 60, 20, 23. Voilà, bon, grosso modo, bon. Non, parce que ça, c'est la TVL, pardon, ça, c'est la Net Value Locked. Donc non, je parle de sa capitalisation, c'est un peu plus de 100 millions, donc ça fait 23. 23, 26 à peu près au niveau d'un PER si on devait faire un rapprochement très bête et discipliné par rapport à ce qu'on a l'habitude de se poser sur les marchés plus traditionnels ici. Donc ça a du sens. Je pense que c'est quelque chose qui est croissant. C'est quand même un dossier assez intéressant, surtout par rapport au narratif ici DeFi. Je vous donne d'autres narratifs que je regarde moi avec une très très grande attention. Il n'y en a pas 36, il y en a 3. C'est les Fishwitch. Je vous en avais beaucoup parlé, notamment avec Lido, notamment avec Jito, notamment avec AAV. C'est clairement dans la DeFi et je pense que ça, c'est un grand narratif qu'il va falloir suivre tout au long de l'année 2025. Et je ne dirai pas encore 2026. Je ne dis que 2025 pour l'instant. Il y a un deuxième gros narratif. C'est à peu près dans la même lignée. Ça fait très longtemps qu'on en parle. On en parlait déjà en 2021, 2022. C'était tout ce qui est transactionnel sur la pay-fee, donc les systèmes de paiement et les moyens de paiement. Ça, je pense que c'est aussi ce qui va pousser l'adoption. Je ne vois pas autre chose aujourd'hui qui va pousser l'adoption massive, puisque en fait, le principal dossier qui est aujourd'hui complètement nécrosé depuis les 50 dernières années, c'est bien évidemment la partie bancaire et la partie transactionnelle, la partie payment. Et ça, il y a vraiment du boulot et je pense que la blockchain, notamment Bitcoin et d'autres protocoles aujourd'hui décentralisés, répondent, mais de façon tellement disruptive, avec une rupture tellement profonde que il ne faut pas s'étonner que Visa, Mastercard, Amex, etc. sont à fond dedans. Donc ça, c'est un gros narratif qu'il faut suivre. Donc ici, on sera plutôt dans le paiement, pay-fee, en plus de la DeFi, mais ça reste à peu près la même chose. Le troisième, vous le connaissez, c'est les RWA au niveau de la tokenisation, et ça fait très longtemps qu'on en parle sur la chaîne des rois du Bitcoin. On avait commencé à en parler déjà avec les NFT. Le tout ne sera que NFT. Ça a été la première brique très ludique d'une tokenisation massive de l'économie réelle. Donc là, on a commencé avec un truc un peu sympa. On a même pensé à un moment donné que c'était de l'art. Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est plus considéré comme ça. Et dans 20 ans, vous connaissez l'art. Peut-être que ça reviendra, notamment avec les punks, etc. Construits sur Ethereum. Si vous voulez jouer l'artiste, jouez toujours les premiers trucs qui sont sortis. C'est généralement ce qui fonctionne le mieux. Donc une belle perspective
personnellement pour ce type de projet et il faut regarder ce type de projet, notamment par rapport à des TVL, par rapport à des news, par rapport aux investissements qui sont faits et que ça bouge. En fait, ça bouge de partout. Voilà, pour être tout à fait franc avec vous. Donc, vous devez bien sûr aller beaucoup plus dans le détail sur les faits réalisés, les revenus, le staking, ce protocole, qui sont derrière, les partenariats. Il semblerait qu'il y ait des beaux partenariats qui sont derrière ce type de projet. Vous en avez un autre, Caspa. Vous voulez qu'on parle de Caspa, mais avec grand plaisir de parler de Caspa. Est-ce que c'est ce Bitcoin killer qui souhaite résoudre le trilemme des blockchains? Je vous explique comment, en mettant en place un parallélisme pour garantir et augmenter la scalabilité transactionnelle sur du proof of stake et non pas du proof of work. Donc, au gros, c'est le meilleur de tous les mondes. Proof of work, parallélisme, ils reprennent des idées de Polkadot, etc., pour essayer de mettre en place cette fameuse monnaie peer-to-peer, cash monnaie, que Bitcoin finalement a littéralement échoué de par sa lenteur. Hein, il faut se poser la question. Hein, on peut parler de la lenteur de la blockchain et du protocole de Bitcoin. Et si vous regardez les TVL, notamment du côté de Babylone, bah, d'ailleurs on peut la regarder sur des filamas, me semble-t-il, bah, vous avez compris le jeu, quoi. Hein. Le jeu, il a été fait sur Bitcoin. Vous avez Lightning Network, c'est du côté paiement. Vous avez Babylone du côté staking, restaking, réserve de valeur. Bon, bah, le truc, il a complètement vampirisé littéralement Bitcoin. À vos risques et périls. Hein. Si vous bloquez des bitcoins dans le protocole Babylone, c'est du bridge, c'est du bricolage. Enfin, j'ai presque envie de dire, c'est du bridge collage. Hein. Donc il y a énormément de risques à mettre en place des flux de liquidité là-dedans, hein, et de la liquidité là-dedans. Donc faites très attention, faites bien vos propres recherches et faites-vous accompagner si vous voulez le faire. Et il y a de plus en plus d'ailleurs d'applications qui le proposent. Je ne sais pas si Binance propose de faire ça maintenant, mais je crois que oui. Mais en tout cas, il y en a de plus en plus qui commencent à le proposer. Et si vous écoutez quelques stars de la DeFi, hein, qui gèrent aujourd'hui plus de 20, plus de 30 milliards de dollars, notamment sur Ethereum, sur Solana. Alors Ethereum, c'est un peu moins de 4% aujourd'hui, Solana un peu plus de 8% au niveau des revenus et des rendements annualisés. Ils mettent un pied, mais vraiment avec beaucoup de pincettes, si vous voulez, au niveau de ces nouveaux protocoles, pour pouvoir staker, restaker notamment, du Bitcoin. Donc faites très attention. Si les gros le regardent d'un œil averti, bien sûr, hein, avec beaucoup d'intrigues, mais ils y sont pas à fond dedans, c'est que peut-être ne soyez pas ceux qui vont essuyer les plâtres. C'est plutôt ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc voilà pour Caspa. Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? Moi, personnellement, c'est toujours pareil. Moi, des Ethereum killers, j'en ai vu un paquet. Des Bitcoin killers, j'en ai vu un paquet. Maintenant, on rentre quand même dans une bonne zone. Maintenant, à vous de suivre. Est-ce que ça continue à se développer? Est-ce que ça continue à parler? Est-ce que ça continue à briller? Est-ce qu'il y a de plus en plus de volume? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'acteurs? Est-ce qu'il y a de plus en plus... C'est toujours la même chose. Est-ce qu'il y a de l'usage? Parce que là, si on veut vraiment, et partez de ce principe-là, hein, au niveau de Caspa, c'est clairement le système paiement, hein, si vous voulez, de Bitcoin. C'est ce que Bitcoin ne peut pas faire, on a bien compris qu'il ne pourrait probablement pas le faire. Donc si Caspa veut être la monnaie que Bitcoin n'a jamais réussi à faire, bah, c'est là-dessus qu'il faut le faire. Donc utilisez-le, essayez de payer en Caspa et essayez de développer ce protocole-là, tout simplement. Donc ça reste un layer 1, une bonne évolutivité. Bien évidemment que ça ira très probablement dans le bon sens. Il y a une forme de reprise du bull run et si hein, elle se donne, je pars du principe que Caspa devrait en profiter parce qu'il est très facile à vendre. En fait, vous prenez Bitcoin et vous le mettez en système de paiement ou en tout cas dans son idée originelle de paiement et Caspa pourrait parfaitement s'aligner dans cette logique-là. C'est pour ça que c'est assez facile à vendre, c'est facile à expliquer et il a plutôt bien réussi hein, depuis sa création. Si vous y étiez tout au début, bah, grosso modo, vous avez fait un sacré coefficient multiplicateur. Donc, bravo. J'aimerais également vous parler d'un autre projet que vous m'avez demandé, c'est EGLD. EGLD, on peut aller regarder très rapidement. Il est ici, il est là. On va mettre, c'est plus EGLD, c'est Multiverix de mémoire. Donc, on peut aller le regarder, Multiverix. Est-ce qu'on le prend? Est-ce qu'on ne le prend pas? Est-ce que... Waouh, 51 millions de dollars en TVL, c'est dur, c'est dur. Alors oui, c'est directement corrélé par rapport à la capitalisation boursière. Vous n'allez pas avoir 1 milliard si le truc ne vaut pas 1 milliard de capi. Hein. C'est évident, mais malheureusement, on est en train de se barrer de ce projet-là. Il n'y a plus rien qui se passe sur ce projet. Et la seule chose qui se passe actuellement sur ce projet, c'est du DEX en fait. C'est de l'échange décentralisé pour essayer de créer du volume, pour essayer de créer du PERP, essayer de créer quelque chose, créer de l'activité. Comme Solana sait si bien le faire, mais malheureusement, c'est Solana qui sait si bien le faire et Multiverix n'a finalement pas réussi à le faire. Donc aujourd'hui, je vous pose juste une question. Si vous croyez en Multiverix, est-ce que vous utilisez des échangeurs décentralisés? Parce qu'en fait, il n'y a pas 36 questions à se poser. Vous regardez 80% des projets les plus capitalisés aujourd'hui, même s'il y en a, hein, voilà, plus 70%, plus 50% depuis un mois,
Bon, si vous regardez la teneur des projets, vous avez envie de pleurer quand même parce qu'on on va regarder celui-là, mais à mon avis, ça va pas faire exception à la règle. À mon avis, ça fait pas 1 million de dollars de capi, ce truc. Pierre-Mi, je connais pas, hein, donc on va le regarder ensemble. 0,05, ce machin a pris 70 depuis le début du mois. Attention, 56 000 $. Bon, grosso modo, c'est moi qui l'ai fait monter de 70. Bon, d'accord, vous avez compris le truc, quoi. Il y a plus rien qui se passe là-dessus. D'ailleurs, vous regardez au niveau de X Exchange, c'est 5 enfin, il y a rien qui se passe. Je suis désolé de le dire, mais ce truc, ça marche plus. Voilà, donc je sais pas trop, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus. Donc et on avait d'ailleurs essayé avec la communauté d'ouvrir les rois à des échangeurs décentralisés. On avait parlé de Logix, on avait parlé de DYDX, on avait parlé de beaucoup de choses. J'avais vraiment fait un travail, j'avais fait des tests avec vous, je l'avais testé moi-même, etc. Bon, finalement, on est plutôt bien couconné par nos échangeurs centralisés, qu'ils soient PSAN ou non PSAN. Et finalement, ça nous contente aujourd'hui. Et je pense que le retail n'est pas prêt à sortir de là. Et encore moins les institutions financières. Et oui, parce qu'on voit bien que BlackRock, le partenaire qu'ils ont choisi aux États-Unis, ah bah, c'est Coinbase, jusqu'à preuve du contraire. Et partez du principe que les gens avec qui ils travaillent, ils sont fortement ancrés dans ce système. Et reprenez la vidéo de ce matin pour bien comprendre dans quel système nous vivons actuellement. Donc, tout simplement, si vous êtes sur EGLD, alors allez chercher au niveau des apps, au niveau des protocoles, essayez d'interagir avec ces différents projets, ces différents protocoles. Si vous ne le faites pas, pourquoi les autres le feront? Posez-vous cette question. Actuellement, je ne vois aucun levier réel sur ce projet-là avec juste un tout petit truc. Ça peut être du côté des volumes. Ah ouais, mais DEX volume. Ok, bon, il n'y a pas vraiment de DEX volume. Perp volume. Ouais, pas trop non plus. Abs volume. Abs revenu. Vous savez combien par jour, ça? Ouais, 1000 $, 500 $. Enfin, c'est la même chose que Maple, si vous voulez. Et ce truc, il ne va pas être valorisé 100 millions de dollars, si? Multiverix, EGLD, il est à combien? Je me rappelle même pas. Ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas parlé de ce truc-là. Ça fait quoi, ce machin? Plus de 300 millions? Ah, ouais, putain, quand même. 384 millions de dollars de capitalisation. Ok, mais à vous de voir, à vos risques et périls. En tout cas, moi, je suis de près l'écosystème cryptographique. Et malheureusement, il semblerait, mais peut-être que je me trompe, mettez-le dans les commentaires hein, si vous êtes très exposé sur EGLD. Mais malheureusement, ce n'est pas celui-ci que j'ai choisi, tout simplement. Voilà, malheureusement. J'espère que ça me donnera tort. Mais pour l'instant, il va falloir vraiment essayer de redresser la barre. On n'est même pas sur un pullback, on n'est rien, on est sur des lots de plus en plus lots, de plus en plus lots. Malheureusement, il n'y a plus grand-chose qui est en train de se passer sur cette blockchain. Malheureusement. Et ce que vous voyez là, ça concernera 99,2% de nos projets qu'on a actuellement en portefeuille dans les 5 à 10 prochaines années. Soyez-en conscients. Donc soyez prêts à pivoter et prendre des décisions difficiles et parfois prendre la décision soit d'aller jusqu'à zéro parce que ça faisait partie de votre plan, soit couper vos perdants pour ajouter à vos gagnants en attendant tout simplement un retournement de situation car actuellement, on ne l'a pas sous les yeux. On voulait parler d'IO, mais juste avant, c'est sympa d'ailleurs IO, on va faire un truc avec Solin parce que ça a été c'est un projet qui a été créé donc, dans le narratif d'Épine et IA, bien sûr, hein, l'idée d'utiliser des GPU, CPU, alors je crois que c'est GPU du côté de IO. On connaît les fondateurs. Ils avaient d'ailleurs levé, je crois, 50 millions de dollars, 30 ou 40 ou 50 millions de dollars, c'était l'année dernière. Très exactement, quasiment jour pour jour. Je crois que c'était en février ou mars 2024. D'ailleurs, on en avait parlé à ce moment-là. Ça a bien pumpé. IO, on le regardera juste après, mais on va parler de Solana. Parce que Solana, il se passe un truc assez intéressant par rapport à ce qu'on est en train d'observer. Est-ce que, oui ou non, Solana est surévalué? Et en fait, à contrario, est-ce que Ethereum est surévalué? J'ai fait un travail de PER. Si vous prenez aujourd'hui Tesla, le PER, donc ses bénéfices par rapport à la capitalisation, on est à 140. Si vous prenez Nvidia, je crois qu'on est aux alentours des 100. Donc si on me pose la question, est-ce que Nvidia peut perdre encore 70% de sa valeur et retomber aux 60 $? Je dis, mais carrément, vu la vendetta qu'il y a actuellement par rapport au gouvernement américain, ça fait quand même sacrément flipper. Si vous reprenez par rapport à des entreprises tech qui sont malmenées hein, à court terme, mais que finalement, vous voyez qu'elle ne va pas beaucoup plus descendre s'il n'y a pas une panique notamment sur les ETF qui correspond à peu près à 70% aujourd'hui des flux qui passent sur ce mainstream. Bon, bah, grosso modo, on est, je crois, qu'à 23, peut-être 24, 26 sur Apple actuellement, 23 sur Microsoft, on ne doit pas être très loin sur Google, on doit être à 26, 28, peut-être 30 sur Google. Donc on retrouve des PER tech américains, somme plus normales. Bon, c'est la raison pour laquelle, si on doit avoir vraiment une décharge littérale au niveau des marchés, Bitcoin et les crypto-monnaies s'en prendront une très probablement derrière la tête. Mais on peut estimer, si on revient de façon assez pragmatique et avisée,
qu'on peut avoir un point bas ou on est très proche d'un point bas sur les marchés si on devait retrouver un petit peu d'euphorie, enfin même pas d'euphorie, hein, juste un peu d'accalmie, j'ai envie de dire, et un peu plus d'optimisme sur les prochaines semaines et prochains mois, en tout cas je l'espère, à très court terme. On peut regarder du Solana et si vous regardez exactement la même value, alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Comment sont générés ces revenus? Comment sont pas générés ces revenus? Quelles sont les applications? Quels sont les revenus des applications? En fait, c'est super difficile aujourd'hui d'essayer de comparer Ethereum et Solana. Pour la simple et bonne raison qu'il y a un truc qui diverge entre Solana et Ethereum, c'est que Ethereum, 80% de son revenu sont faits par ses layers 2. On parlait de Base tout à l'heure, ça me donne une bonne transition. Si vous prenez du Matic, si vous prenez de l'Arbitrum, si vous prenez du C, si vous prenez tout ça, en fait, 80% du revenu qui utilise de l'Ethereum pour pouvoir générer et passer des transactions, bah en fait, on peut partir du principe qu'il faudrait multiplier par 5 si on devait faire un calcul de PER. Parce que ça, vous le voyez, et honnêtement, propre pour Solana, si on devait faire un PER simple, c'est 23 actuellement pour Solana. Alors, est-ce que ces chiffres sont vrais? Est-ce que ça génère vraiment 1 million de dollars? Est-ce que c'est pas du watch trading? Est-ce que c'est pas du faux? Est-ce que c'est pas machin? Est-ce que c'est pas truc? On peut, en fait, on a en fonction de ce qu'on a. Moi, ce que j'aime faire, c'est de comparer ce que j'ai sur les yeux et il n'y a aucune raison de modifier la data par rapport à ce qu'on a sur Ethereum. Je pense que c'est à peu près les mêmes bases de calcul. Il faudra juste les multiplier par 5 ou par 6 parce que, en fait, la grande partie du revenu, on parle de 80, peut-être même 90%, aujourd'hui sont générés directement par les layers 2. Et si on calcule ce PER sur Ethereum, on serait plus près des 70. Donc, il faut se poser une question. Est-ce que Ethereum est 3 fois trop capitalisé? Donc ça veut dire qu'il peut encore diviser de 70%, enfin baisser de 70%. Ou est-ce que Solana est sous-capitalisé et à ce moment-là devrait surperformer de près de 300% Ethereum? Et c'est drôle parce qu'en fait, j'ai ces deux grands objectifs-là. Moi, sur Solana, j'ai un objectif de cours cyclique bullisque, hein, bullesque, à peu près à 998 $, pour pas dire 1000 $, parce que vendez avant les 1000 $, c'est un sacré prix psychologique très probablement qu'on n'y atteindra pas, même si le marché se réveille, et je l'espère tout autant que vous, hein, ça me fait mal, je souffre et c'est comme ça. Et à un moment donné, la volatilité, il faut l'accepter. Ça fait un petit moment maintenant que je l'accepte et je la subis, mais c'est encore difficile quand même à subir, c'est jamais très agréable. Bah, partez du principe que voilà, j'ai un objectif de cours à peu près à 7 500 $ sur Ethereum et à 1 000 $ sur Solana. Et on se retrouverait à peu près sur les mêmes PER si on devrait l'avoir. Donc j'attends beaucoup de la mise à jour Pectra, moi personnellement, qui est clairement une mise à jour pour moi qui a été faite pour les institutionnels. À voir. Qu'est-ce qui va se passer à partir du 7 mai? C'est là où il y a la mise à jour devrait se passer. J'espère que ça devrait bien se passer et on peut comparer tout simplement les volumes qui sont faits, notamment des volumes de revenus, les adresses, les transactions. Et il y a des choses qui sont super intéressantes qu'on est en train d'observer sur Ethereum. Les transactions continuent à monter et elles continueront à monter parce que l'objectif, c'est de récupérer la part belle des layers 2 pour pouvoir la remettre vis-à-vis de la mise à jour Pectra. Donc, honnêtement, après le 7 mai, il faut voir un retour de transaction. Il faudra réellement le regarder. La grande force de Ethereum, c'est la raison pour laquelle je pense franchement qu'on ne peut pas le laisser tomber, c'est la capitalisation des stablecoins capitalisés. C'est énorme. En fait, ils ont quasiment tout. USDT, USDC, tout ce que vous voulez, DAI, etc. C'est construit sur Ethereum, qu'on le veuille ou non. Donc il y a une confiance, une robustesse, tout ce que vous voulez. Donc gardez-le en mémoire. Mais aujourd'hui, ce qu'intéressent les gouvernements, ce qu'intéressent les banques, c'est pas nos crypto-pépites, market cap 100 millions ou nos mêmes coins. C'est pas vrai. Ce qui les intéresse le plus, c'est les stablecoins. Donc, la blockchain qui sera le mieux interagir, converser, travailler avec les stablecoins sera très probablement un grand gagnant d'une cyclicité prouvée, j'ai envie de dire. C'est ça qu'il faut regarder. Et Solana ne l'a pas encore, si on doit le prendre en véritable représentation. Actuellement, les stablecoins market cap de Solana, c'est 12 milliards contre 10 fois plus, en fait, pour Ethereum. Et ça, c'est la grande force d'Ethereum. Alors pourquoi? Bah parce que Solana, ça bug, hein, jusqu'à preuve du contraire. Il y a quand même des pannes. Ethereum, beaucoup moins de pannes, jusqu'à preuve du contraire. Donc, ils ont des pouvoirs, des plus, des moins, etc. À vous de faire vos propres recherches là-dessus. Moi, il y a un truc qui m'a percuté, c'est ça. C'est au niveau des perp volumes. Waouh! En fait, Solana, c'est quand même un sacré joujou pour smart money, quoi. Et les perf volumes sont très importants sur Solana. Si vous regardez du côté des perf volumes sur Ethereum, ils sont en décroissance. À un moment donné, je vise quand même cet élastique qui devrait péter à la tronche à un moment donné, quoi. Et Solana pourrait même continuer à se dégrader s'il y a beaucoup d'acheteurs et s'il y a des couverts qui sont ultra chaud bullish sur ce type de choses. Au niveau des adresses, elles ont explosé, notamment grâce au même coin. Au niveau des transactions, on peut les regarder également. Bah c'est, hop, je vais enlever les perps, ça m'intéresse pas. Elles sont très stables, les transactions sur la blockchain native ici de Solana.
Donc j'aime bien moi regarder ça. Transactions croissant, alors c'est arrivé là, donc à peu près la même chose on peut dire, mais il y a une forte augmentation, une confiance, une antériorité, c'est juste formidable et on peut regarder également les volumes. Ça aussi, c'est sympa à regarder. Au niveau des volumes, est-ce que ça suit bien une courbe de prix par rapport au volume? Donc on voit ici par rapport au bottom, c'est croissant. Donc s'il y a des volumes, des transactions, de nouvelles adresses qui se créent, est-ce qu'on peut les confirmer, ces nouvelles adresses? Est-ce qu'on les voit là, les adresses qui sont actives? Est-ce que je les vois ici? Non, je ne les vois pas. Et pourquoi je ne les vois pas? C'est vraiment dommage. Active, voilà, 371 000 adresses actives. Il y en a beaucoup plus, je crois, que sur Solana. Adresses actives, 4,42 millions. Oh non, je dis une bêtise. 371 000, 4 millions, c'est encore une bonne question, ça, hein. Il va falloir trouver la raison pour laquelle c'est comme ça. Transactions, 55 millions, 4,3 millions. Ici, news adresse, 63 000. Transactions, 1,2 million. Adresse active, 371 millions. On fait que holder ces trucs, c'est n'importe quoi. Mais voilà, je ne sais pas si réellement c'est vrai. Est-ce qu'il y a tant de plus ici au niveau des transactions sur Solana? Et vous regardez les volumes, ouais, une belle croissance ici. Et les volumes de Solana, je ne vous l'ai pas dit, et une belle croissance également. Formidable. Mais je pense que honnêtement, du côté perp, ça fait quand même sacrément flipper. Il y a beaucoup de perp sur Solana, beaucoup moins actuellement de perp sur Ethereum. Très probablement la raison pour laquelle, c'est que ça coûte peut-être moins cher sur la blockchain Solana d'aller chercher, notamment sur les échangeurs décentralisés, de faire un petit peu de value. On pourra parler de Radium également, on pourra aller parler de tout ça. Et on fait exactement la même chose. Si on doit prendre ici tous les revenus qui sont générés par les différentes applications, que ce soit sur Ethereum, et vous en connaissez un paquet, les Curves, les Morpho, les Pendle, les Uniswap, les Eigenlayer, les Lido, les AAV, les Ethena. Waouh, on pourrait parler de Trump si vous voulez. Et vous regardez du côté de Solana, on commence à en connaître de plus en plus. On parlait tout à l'heure voilà, de Jito, on parlait de Radium, on parlait de Jupiter également, beaucoup en parlent. Ondo Finance, bien évidemment. Voilà, vous avez compris, on se fait cette analogie très simple avec Multiverix par rapport à Ethereum, par rapport à Solana. Et vous comprenez bien que les cryptos que vous entendez régulièrement, que vous voyez passer dans vos fils d'actualité, sont plus dans ces blockchains. Je vais aller encore plus loin. Il faut surtout regarder où les gros projets vont naviguer. Et c'est la raison pour laquelle je regarde beaucoup, moi, Solana, vous l'avez compris, mais également le Cosmos Hub. Si vous prenez DYDX, c'est barré vers le Cosmos Hub. Si vous prenez Celestia, il a décidé de créer sur le Cosmos Hub. Si vous prenez Hype, ils se sont créés sur le Cosmos Hub. Et aujourd'hui, Hype, c'est un projet, un échangeur décentralisé qui aujourd'hui fait beaucoup parler de son ingéniosité, de son inventivité et de son risque qu'il a pris qui semble plutôt bien payé. Aujourd'hui, tout le monde n'a que hype dans la bouche sur les échangeurs décentralisés parce qu'à quel point c'est facile à regarder. Sur Twitter notamment, une Wells a posé 250 millions de dollars, levier x50 sur Ethereum, il sait peut-être quelque chose, etc. Bon, ça va faire parler, mais c'est un super marketing pour ce protocole, je vous le dis franchement, c'est un super marketing. Il y a des très gros volumes, il y a des très grosses positions, il y a tout ce que vous voulez, que ce soit des arnaqueurs, des pan-arnaqueurs, je ne sais pas trop, des narcotrafiquants, on s'en fout complètement. L'objectif, c'est de faire de la publicité. Hype galvanise cette publicité complètement gratuitement. On pourrait regarder. Et j'aime bien en fait ces écosystèmes qui se construisent là-dessus. Et j'espère que le Cosmos Hub, notamment via son token de sécurité, pourra en profiter via les prochaines mises à jour qui devaient pas tarder à arriver. Donc pas mal pour Hype. On le regardait tout à l'heure, c'est très stable et honnêtement, un bon creux ici sur les 10, déjà 60-70% de retour par rapport au dip d'il y a quelques semaines en arrière. Franchement, proprette l'histoire, quoi. Quelques jours, j'ai envie de dire. 7 avril. Formidable. Enfin, proprette ou pas proprette? Donc ça, ce sont les écosystèmes parce qu'il faut regarder par rapport aux apps, par rapport aux applicatifs qui sont purement consanguins au sein même de ces écosystèmes. On ne parle pas ici de Facebook, de Amazon, de trucs comme ça, hein. On parle vraiment des écosystèmes qui buildent à travers ces protocoles, notamment ces Layer 1 et ces blockchains pour moi d'infrastructure. Plus vous en aurez, plus ça se construira, plus il y aura de la hype, plus il y aura de la transaction, plus ces protocoles, je l'espère, gagneront. Soyons patients, soyons bons, soyons résilients et encore une fois, on a toujours le temps chez les rois. Mais regardez ces flux de capitaux qui sont assez fous, et notamment du côté de la TVL. Moi, je trouve ça vraiment chouette, hein. Il y a eu une explosion. Bah, c'est un peu ça que je voulais vous montrer d'ailleurs. Alors, est-ce que je l'avais ou pas? Je ne la vois plus. Voilà, quand vous voyez des grands surplus de TVL ici, vous voyez bien que le prix augmente de pair. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer par rapport à mes travaux sur Maple. Voilà, ça m'avait déjà été demandé il y a plusieurs semaines. Donc, j'espère que je t'ai aidé là-dessus. On se retrouve demain pour le live des rois du Bitcoin. Ciao, ciao.